Éditorial par Jean-Pierre Guillard. Encore de belles années. Vous vous apprêtez à lire le numéro de rentrée de La Vie Mancelle et Sartoise qui est le 488e que nous publions en 66 ans d'existence. Le magazine a traversé toutes ces années grâce au travail opiniâtre d'une équipe de bénévoles soucieux de vous faire partager leur passion pour le patrimoine, avec un grand P, de notre département. Dire que la traversée s'est faite dans le plus grand confort serait loin de la vérité. Comme toute la presse écrite, la revue a subi la crise du Covid suspendant momentanément sa parution puis la liquidation judiciaire de l'organe de distribution des journaux avec des conséquences pécuniaires non négligeables. Nous avons su mettre en place tous les outils pour faire face à ces déconvenues et prendre les mesures permettant de continuer à paraître. À raison de 4 parutions annuelles au prix de vente stabilisé depuis octobre 2021 malgré l'inflation, la situation financière de notre association permet d'envisager l'avenir avec sérénité. C'est ainsi que, tout en préparant les publications à venir, l'équipe commence à réfléchir au numéro 500 qui sortira en septembre 2028, souhaitant lui donner un éclat à la hauteur de l'événement. Dans cette attente, la lecture de ce numéro va vous permettre bien des découvertes. Saviez-vous que Farah Diba, future épouse du dernier Shah d'Iran, a passé quelques jours dans le quartier d'Iseville en 1956 lors d'une rencontre de scouts? Si l'on considère généralement les Sartois comme des gens prudents, quelques-uns font exception, tel ce jeune aviateur originaire de La Flèche, qui fit une cascade sous l'Arc de Triomphe en 1919, loin d'être apprécié par sa hiérarchie. Le dossier central, consacré au lycée Notre-Dame nous explique le chemin parcouru depuis sa création à la fin du XIXe siècle. Destiné à l'origine à éduquer les jeunes filles, c'est devenu un lycée d'enseignement général, technologique et supérieur. En attendant de nous retrouver sur notre stand à l'occasion du salon Faites lire les 4 et 5 octobre, bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous. Les Misérables. Par Daniel Levoyer. Ô combien délicat d'évoquer en quelques pages la misère d'une population à la dérive quand une autre strate de la société n'est pas concernée. Bien qu'à travers les siècles, des éléments de comparaison se révèlent criants de vérité, hors de question de condamner définitivement celles et ceux que nous croisons au hasard d'une déambulation dans notre ville moderne. Qu'on se le dise et le lise. Été 1783, grosse frayeur dans nos campagnes. Par Gérard Blanchard. Pendant les mois de juin et juillet, dans presque toute l'Europe, l'atmosphère était remplie d'une espèce de brouillard ou plutôt de vapeur qui dérobait le soleil, et quand on l'apercevait, on le regardait aussi fixement que la lune sans être aucunement ébloui. Tout le peuple en était épouvanté et disait que nous allions avoir le jugement dernier. Le soleil apparaissait rouge, la rosée était sulfureuse, tout le monde craignait, mais il n'arriva rien de fâcheux. Extrait des registres paroissiaux de Brulon, Évaillé, Montmirail, Vouvray-sur-Huisne. Jean Le Tourneau, homme politique sartois. Par Didier Béouty. Ancien résistant, Jean Le Tourneau, militant démocrate chrétien, fut député de la Sarthe de 1945 à 1956 et ministre entre 1946 et 1953, principalement en charge, de 1950 à 1953, des États associés, Vietnam, Laos, Cambodge. Le fol exploit d'un jeune pilote fléchois. Par Gérard Blanchard. Chaque année, le 14 juillet, la France célèbre sa fête nationale. Les autorités civiles et militaires se rassemblent pour commémorer l'événement. Mais qui se souvient de celui de 1919 qui reste dans l'histoire à cause d'une folie comme savent les faire de jeunes gens intrépides et de la polémique qui s'ensuivit? Nature. Le cardon. Par Alain Ménil. Le cardon, Cinara cardunculu, est une plante potagère cultivée en France principalement en Bretagne, pour son bourgeon floral. Cette inflorescence en capitule est récoltée avant que les fleurs bleues violacées ne se développent à partir de la 2e année. Des fourgons électriques fabriqués au Mans. Par Jean-Pierre Delapérelle et Jacques-Henri Minier. Après avoir conçu et fabriqué les taxis électriques et les petits trains de l'Exposition internationale de Paris en 1937, Louis Vernet pensait sans doute que les véhicules électriques ne seraient qu'une parenthèse pour l'usine SCF, mais l'occupation allemande allait profondément changer la donne. Jeanne Blain-Lefebvre, talentueuse femme de lettres. Par Didier Béouty. Présidente fondatrice de la Société littéraire du Maine,
Jeanne Blain-Lefebvre a tenu un rôle de tout premier plan, de 1930 à 1980, dans la littérature sartoise. 45 ans après sa mort, il est utile de rappeler son histoire. Une future impératrice à Iseville. Par Michel Aguet. Fille unique d'une famille d'origine azérie Faradiba, née le 14 octobre 1938 à Téhéran. À l'âge de 6 ans, elle fréquente l'école française Jeanne d'Arc, tenue par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, à Téhéran. Le lycée Notre-Dame au Mans. Par Michel Gagnon. Initialement institution religieuse éduquant les jeunes filles, le lycée Notre-Dame est devenu, depuis plusieurs décennies, un important lycée d'enseignement général, technologique et supérieur. Situé au cœur du centre-ville, son histoire remonte à la fin du XIXe siècle. Au lycée Notre-Dame, une chapelle insolite. Par Bernard Hinault. Enclose, depuis les années 70 entre deux barres d'immeubles du centre-ville du Mans, la chapelle du lycée Notre-Dame, construite à la fin du XIXe siècle, offre à ceux qui peuvent la découvrir une belle harmonie d'ensemble et une conception architecturale singulière. Nos étoiles du cinéma muet. Par Jacques-Henri Minier. Faire rire ou émouvoir sans prononcer un mot, tel était l'art des acteurs de ce cinématographe que les frères Lumière venaient d'inventer. Par un simple regard, des mimiques appuyées ou de savoureuses pantomimes, ils ont captivé des millions de spectateurs. Aujourd'hui bien oubliés, 3 de ces « stars » ont vu le jour en Sarthe. Maître d'école à la prison. Par Roger Noiseau. Jusqu'au XIXe siècle, mis à part la période révolutionnaire, l'enseignement en prison est généralement assuré par des religieuses. En 1963 seulement, le ministère de l'Éducation nationale s'engage auprès du ministère de la Justice. Mais cet engagement est progressif et variable selon les lieux. Les pingouins de Luynes. Par André Ligné. Avant l'installation de piscines aux Seines eaux chlorées, les nageurs ne disposaient que de bains froids dans les rivières au taux de pollution plus ou moins élevé. Malgré ce désagrément, la natation connut véritablement son essor au lendemain de la Première Guerre mondiale et, devant l'afflux des amateurs, des sociétés virent le jour, au rang desquelles figurait, au Mans, celle des pingouins de Luynes.